Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et on commence tout de suite avec Élise. Bonjour Élise. Bon matin. Alors tu nous parles du colloque auquel tu as assisté en toxicologie et environnement. Oui, donc hier, j'ai participé à un colloque vraiment intéressant. On était environ 60 personnes issues des domaines de la toxicologie puis de la toxicologie environnementale. Puis tout d'abord, j'aimerais ça prendre quelques instants pour expliquer c'est quoi le Toxen. Donc, c'est le Centre de recherche en toxicologie de l'environnement. Le Toxen regroupe des professeurs, des stagiaires postdoctoraux, des étudiants gradués aussi de plusieurs universités au Québec. Donc, l'objectif du Toxen, c'est de mieux comprendre le devenir des contaminants dans l'environnement et leurs effets, et donc de participer activement à la résolution de problèmes de contamination. Donc hier, c'était au pavillon Sainte-Catherine de l'UQAM que se tenait le colloque intitulé « Pollution diffuse, outils, défis et enjeux », donc organisé en partie par le Toxen. Donc le congrès il était divisé en plusieurs thèmes, dépister la pollution diffuse, les systèmes aquatiques, les agrosystèmes, santé humaine et le rôle des ministères et des ONG. Donc aujourd'hui dans ma chronique, j'ai pensé faire un petit top 5 de mes présentations préférées. Donc, premièrement, la première présentation était donnée par David Videry du Géotop UQAM et s'intitulait « Pollution diffuse, caractérisation par une approche couplant chimie et isotopes ». Donc là, on se calme, je vais tout vous expliquer c'est quoi les isotopes. Merci Élise. Donc, la pollution diffuse, premièrement, en fait, on peut savoir ses origines, mais c'est difficile de repérer géographiquement les rejets de ce type de pollution. Donc, par exemple, on peut penser à l'épandage de pesticides sur une grande portion de territoire ou l'émanation de machinerie en route. Donc, également, un même polluant va avoir la même structure chimique, mais pas nécessairement la même source. Donc, comment est-ce qu'on peut discriminer la source exacte de ce contaminant dans l'optique, en fait, d'en diminuer la contamination? Donc, c'est à ce moment-là que peuvent intervenir les isotopes. Donc, les isotopes, en fait, ils ont le même nombre de protons et d'électrons, mais ils vont différer par le nombre de neutrons. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça va induire une différence de masse. Et en mesurant cette masse-là, on peut tracer l'origine du contaminant, même si la structure chimique va être la même. Donc, dans ses travaux, David Videry utilise les isotopes stables, comme l'azote et l'oxygène, pour trouver la source de pollution diffuse, par exemple au nitrate, qui pourrait provenir d'engrais inorganiques, de déjections animales ou d'effluents domestiques. Donc, une autre conférence vraiment intéressante, elle a été donnée par André Lajeunesse de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ce dernier a parlé de la chimie environnementale forensique. Donc, la forensique, c'est l'étude des traces qui prennent leur origine dans une activité criminelle. Donc, on était un peu comme dans CSI, là. C'était vraiment passionnant. En fait, comment est-ce qu'on peut utiliser la chimie environnementale pour intervenir dans la forensique? Donc, le professeur Lajeunesse nous a donné plusieurs exemples de ses travaux et des applications. Donc, par exemple, il utilise la chitine, qui est un constituant de la carapace des crustacés. Il réussit à la électrophiler pour former des petits nanofiltres qui peuvent retenir des traces de certaines drogues, par exemple. Une autre application, c'est le développement de modèles qui bioaccumulent certains contaminants. Donc, si on suspecte une industrie de rejeter illégalement ses déchets dans un cours d'eau pendant la nuit, admettons, alors on peut aller mettre les modèles qui bioaccumulent dans le cours d'eau, les récupérer quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, puis mesurer les contaminants dans ces modèles-là. Donc, ça nous permet de, en fait, attraper les contrevenants. Donc, ces travaux vont servir autant en santé publique et en prévention qu'en investigation. Donc, on a aussi eu 2 conférences données par des étudiants gradués qui portaient sur les néonicotinoïdes. Donc, comme je travaille sur ces pesticides, je ne pouvais pas passer sous silence ces travaux, surtout que les présentations étaient vraiment de grande qualité. Donc, la première était donnée par Angela Paquet-Walsh de l'UQTR également. Donc, Angela, elle a mesuré les effets des néonicotinoïdes et du rayonnement ultraviolet sur la survie des larves de perche chaude du lac Saint-Pierre. Donc, les larves de perche chaude, en fait, elles ne sont pas pigmentées. Donc, elles n'ont pas de mécanisme de photoréparation, ce qui veut dire qu'une exposition à des rayons ultraviolets pourrait diminuer leur survie. En plus de ça, il y a de fortes concentrations de néonicotinoïdes qui ont été mesurées dans le lac Saint-Pierre pendant la période larvaire de la perche chaude. Donc, elle s'est intéressée en fait à l'effet synergique de ces 2 menaces. Ce qu'elle a trouvé, c'est que les larves exposées au thiaméthoxam, un néonicotinoïde, et aux UV simultanément avaient des taux de survie qui étaient plus bas. Donc, l'effet combiné était important, puis il semble y avoir des interactions entre les 2. La seconde présentation sur les néonicotinoïdes était donnée par Maxime Gauthier de l'UQAM. Donc, lui s'est intéressé aux altérations biochimiques chez l'abeille exposée à l'imidacloprid et au thiaméthoxam de façon chronique.
Donc, ce qu'il a observé, c'est qu'une exposition au thiaméthoxam diminuait la synthèse de rétinol et d'acide rétinoïque. En fait, ça, c'est les deux formes actives de la vitamine A, qui sont aussi des antioxydants. De plus, chez ces abeilles, il y avait une augmentation de la peroxydation des lipides, et ça peut être un signe de stress oxydatif. Et ton dernier choix maintenant, Élise? Oui, mon dernier choix. Donc, c'était une conférence qui a été donnée par Marc Lucotte. Donc, c'est un chercheur au géotope puis au toxine, encore une fois à l'UQAM. Donc, lui, il nous a parlé de la transition vers la durabilité des grandes cultures au Québec, où on fait un usage important d'herbicides à base de glyphosate. Donc, Marc Lucotte a orienté sa présentation sur le fait qu'on devrait se mettre à la place des agriculteurs, ce qu'on ne fait pas assez en recherche, je crois, qui sont très, très endettés au Québec. Ils ne font pas beaucoup de marge de profit. Puis le passage vers le biologique est vraiment ardu. Donc, au Québec, l'utilisation de glyphosate, elle a explosé avec l'avènement des semences de maïs et de soya génétiquement modifiées. Donc, le glyphosate, c'est un herbicide total qui permet, lorsqu'on utilise des semences OGM conçues pour résister à ce dernier, de ne pas labourer les champs pour enlever les mauvaises herbes. Donc, au Québec, c'est 2/3 des terres cultivables qui sont occupées par du maïs ou du soya OGM et où on va donc utiliser intensivement des herbicides à base de glyphosate sous sa forme commerciale qu'on appelle le Roundup. Donc, le glyphosate, par exemple, il se dégrade rapidement et son métabolite le plus important, c'est l'AMPA, qui est encore plus toxique que le glyphosate. Puis de plus, les plantes OGM ne sont pas conçues pour résister à l'AMPA, ce qui fait que l'utilisation de glyphosate et des semences OGM est destinée à l'échec éventuellement. Donc, cependant, la présence de l'AMPA, elle n'est jamais mentionnée par les compagnies productrices de Roundup et des semences OGM, comme Monsanto pour ne pas la nommer. Donc, de plus, l'équipe de Marc Lucotte a démontré que l'utilisation de glyphosate, ça diminuait la qualité des grains et ils vont donc valoir moins cher sur le marché. Ça diminue aussi la fonction des sols en affectant la disponibilité du phosphore. Mais bon, la bonne nouvelle, j'en ai toujours une, c'est que ce type de recherche est vraiment appliqué à la réalité des agriculteurs et qui sont donc de plus en plus enclins à modifier leurs pratiques avec l'aide d'équipes de chercheurs comme celle de Marc Lucotte. Merci, Élise. Ça me fait plaisir.